Mon nom est Thierry Lachapelle, conseiller service aux membres à l'AQT. Je vais vous présenter aujourd'hui un webinaire fort intéressant, je dirais même d'actualité. Depuis les 2 dernières années, bon, on vit tous en mode virtuel, donc je suis convaincu qu'aujourd'hui, on va avoir de belles techniques pour justement être en mesure de mieux créer et collaborer en mode télétravail. Et pour ce faire, eh bien, on est très choyé d'avoir avec nous les gens d'une agence marketing, MXO, qui ont le privilège et une expertise dans ce domaine-là. Donc, M. Jacques-Antoine Rioux, qui est justement notre présentateur aujourd'hui, vous présentera le tout, et de son acolyte Antoine Richer. Donc, on a très, très hâte de vous entendre à ce sujet-là. Bienvenue tout le monde, en fait, à ce webinaire qu'on donne aujourd'hui en collaboration avec l'AQT. En fait, le webinaire d'aujourd'hui porte le titre « La collaboration créative en télétravail ». Pour la petite histoire de cette présentation-là, en fait, c'est que, dans le fond, je pense que j'apprends rien à personne là, quand je dis que les 2 dernières années nous ont quand même amené un lot de défis au niveau de la gestion des entreprises, de la collaboration, des structures d'équipe et comment on fait travailler tout ce beau monde-là ensemble. En fait, cette présentation-là est née vraiment de défis du quotidien qu'on vit chez MXO. On est très, très, très réactif, en fait, au changement du marché, au changement de méthodologie, toujours dans l'objectif de créer les contextes favorables, là, dans le fond, pour que les individus qui composent notre entreprise puissent se développer et travailler, dans le fond, là, dans les contextes les plus favorables possibles. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont là-dedans, qui sont des apprentissages qu'on fait nous-mêmes, qu'on a fait nous-mêmes, des mises en pratique, en fait, qu'on a mis. Puis, on trouvait pertinent, on jugeait pertinent, en fait, d'être capable de prendre ces informations-là qu'on a acquises, puis d'être capable de les repartager, en fait, aux gens qui vivent des fois les mêmes challenges que nous autres, soit pour revenir chercher des nouvelles notions, apprendre des choses, ou sinon, également aussi pour challenger des fois des méthodologies qu'on est en train de mettre en place, des façons de faire, tout ça. Donc, d'avoir un second regard, en fait, sur le travail qu'on fait là, au quotidien dans nos entreprises respectives. Donc, pour débuter, en fait, je vais me présenter. Je m'appelle Jacques-Antoine Rioux. Je suis directeur des opérations chez MXO. Dans le fond, mon background, de mon côté, moi, j'ai fait 15 années en marketing plus technique dans le passé, dans des contextes où est-ce qu'on a créé des nouvelles lignes de services. On le sait tous, on travaille tous dans les technologies. Les marchés bougent vite, les entreprises de services ont à réadapter leur offre de services quand même suivant les courants du marché. Donc, au niveau du marketing, en fait, j'ai eu à structurer beaucoup d'équipes de travail, beaucoup de structures de travail, ce qui me mène en fait chez MXO là, à la direction des opérations, justement, pour être capable de suivre le pacing du marché et s'assurer que nos méthodologies de travail et nos processus opérationnels, en fait, suivent les promesses que notre entreprise fait autant à nos clients qu'à nos équipes internes. De mon côté, Antoine Richer, je suis vice-président stratégie et création associé chez MXO. Je fais partie de cette équipe-là depuis les 15 dernières années. En fait, je suis dans ma 15e année en ce moment. Donc, j'occupe un rôle qui est un peu plus dans les opérations qu'en supervision des opérations comparativement à Jacques-Antoine. Ce qu'on fait chez MXO, c'est qu'on accompagne notre clientèle de manière stratégique vers des projets créatifs. C'est un peu comme ça que je le dirais. Puis je m'occupe en fait d'être la personne qui crée le pont, je dirais, entre notre équipe stratégique puis nos équipes créatives. Donc, m'assurer que l'intelligence qui est développée en stratégie se mette en application lors de la production un peu plus créative. Fait que je me plais à dire que j'ajoute un peu de stratégie dans la création et un peu de créativité dans la stratégie. Puis, je pense que c'est tout à fait en contexte là, dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu ça. Chez MXO, notre mission, pour vous présenter, vous faire un tour d'horizon assez rapide, c'est de créer de la valeur et d'avoir un impact qui est positif pour les entrepreneurs, les gestionnaires de PME en utilisant la créativité d'affaires puis nos méthodologies collaboratives pour développer des solutions qui sont réellement adaptées à notre réalité d'entrepreneur commune. On veut via la collaboration, via les meilleures pratiques, être capable de créer un peu plus de synergie, puis que ce soit quelque chose qui soit disponible, applicable et démocratisé pour la PME du Québec. Que ce soit en technologie ou que ce soit dans d'autres domaines, c'est des éléments qui sont très applicables. Puis, je dirais que
le volet où on se connecte avec le domaine technologique, c'est que je pense que c'est un domaine qui est ouvert aux nouvelles méthodologies, qui est ouvert à la créativité. Donc, c'est une industrie dans laquelle on se plaît beaucoup à travailler et avec laquelle on a beaucoup d'affinités, ce qui nous amène, je pense, ici aujourd'hui. On aime dire qu'avec notre clientèle, on est meilleur ensemble. À l'interne, on est meilleur ensemble. Puis je pense que c'est ce qui nous motive à travailler avec toutes sortes de beaux clients. Les grands fondements, si on veut, là, je l'ai mentionné dans la présentation d'Amexo, la créativité et la stratégie sont deux éléments qui nous animent beaucoup. La créativité, c'est quoi? C'est de penser, en fait, c'est la mentalité dans laquelle c'est pas tous les problèmes du monde puis tous les problèmes des milieux des affaires qui sont nécessairement faciles à relever par la mathématique. S'il y avait des formules pour être capable de résoudre tous les enjeux, ben, tout le monde travaillerait, puis tout le monde serait bon, puis tout le monde travaillerait de la même manière. Donc, l'importance de la créativité à travers les méthodologies de travail. Puis, ensuite de ça, ben, la stratégie d'affaires, il faut quand même se donner une direction, un endroit où on s'en va. Les contextes dans lesquels on évolue, ben, ils provoquent des comportements, les comportements provoquent des défis, puis les défis génèrent des opportunités, puis ces opportunités-là, on est en mesure de les saisir grâce à la créativité. Fait que quand on fait l'addition, si on veut, de la créativité puis de la stratégie d'affaires, on arrive avec la créativité d'affaires qui est un peu ce qui nous motive énormément chez Amexo. Puis on veut le faire, bien évidemment, ensemble avec notre clientèle. Puis notre clientèle, c'est ces gens-là. Exact. Puis dans le fond, on présente toujours un peu notre clientèle là, en début de parcours comme ça pour montrer un peu notre versatilité au niveau de la nature des comptes qu'on adresse. En fait, la méthodologie au niveau de la collaboration interne puis nos processus opérationnels font en sorte qu'on est capable de solutionner des problématiques autant créatives que techniques dans l'ensemble, dans le fond, des activités de nos clients. Quand on regarde le listing qu'on a ici, on voit qu'ils sont dans des verticaux là, qui sont quand même relativement différents. Mais comme où est-ce qu'on se positionne avec Amexo, en fait, c'est qu'on considère qu'on est en mesure, en fait, de devenir un partenaire de croissance qualifié, puisque grâce à nos méthodologies de collaboration, ça nous permet, en fait, de mobiliser nos équipes à l'interne autour d'un objectif commun pour notre clientèle, mais de cette collaboration-là créative nous permet aussi de travailler conjointement avec nos différents clients pour être en mesure de saisir les opportunités d'affaires, saisir les risques liés à leur domaine d'activité aussi et de solutionner des problèmes complexes qui sont parfois des problèmes de nature opérationnelle, des problèmes au niveau de la génération de la clientèle ou juste des fois fluidifier des process flows à l'interne ou quoi que ce soit. Donc, de manière collaborative, quand on réussit à s'asseoir ensemble et avoir des dialogues transparents et de créer un contexte de collaboration créative à l'intérieur des comptes, c'est comme ça qu'on réussit à accomplir de grandes choses pour une entreprise là, comme Amexo. Petite mise en contexte sur ce qui nous amène, ce qui nous anime plutôt aujourd'hui. On l'a dit, Thierry l'a dit d'entrée de jeu, les 2 dernières années ont été un grand facteur qui est venu nous amener à modifier aussi nos processus à l'interne. Puis comme Jean-Antoine l'expliquait d'entrée de jeu, c'est venu créer le désir chez nous de partager notre expérience avec vous. Ce sont des choses puis des réflexions qu'on a encore aujourd'hui, ce qu'on vous présente aujourd'hui. C'est des choses, c'est des méthodologies qu'on est en train d'implémenter chez nous, pour lesquelles on est en train de tester des choses. Puis on vous partage notre expérience, nos grands constats, les grands principes qu'on est venu attacher autour de ça pour être capable de mieux collaborer, d'être plus créatif en le faisant. Puis ultimement, c'est venu générer aussi, je pense que le grand dividende de tout ça a été au niveau de l'engagement. Donc, si on regarde un peu le portrait actuel, mais qui est un peu le résultat des 2 dernières années, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui sont externes aux entreprises qui sont venus augmenter le niveau de difficulté du succès, là, si on veut. Évidemment, il y a une pandémie mondiale, je ne l'ai même pas mis dans l'équation, mais c'est venu avoir des effets sur des facteurs qui sont économiques, qui sont humains, et puis qui sont venus avoir plein d'impacts sur le niveau de succès des entreprises. Donc, bien évidemment, si on veut, la pandémie est venue capitaliser les entreprises qui sont dans des domaines spécifiques. Ils sont venus augmenter la demande, si on veut, dans des entreprises particulières. Puis, ce que ça a fait, c'est que c'est venu générer des besoins de production. À travers tout ça, on navigue dans un milieu dans lequel il y a une sous-représentation des expertises spécialisées. Donc, des gens avec des expertises spécifiques qui sont de plus en plus durs à trouver, entre autres à cause du vieillissement de la population. Il y a des gens qui s'en vont à
la retraite, il n'y a pas nécessairement tout l'intérêt qu'on voudrait dans des domaines spécifiques. Donc, ça devient de plus en plus dur pour les entreprises de réussir à se staffer, à réussir à engager des gens dans leur organisation. Puis en plus de ça, de le faire dans un contexte où est-ce que la population est capitalisée, les gens ont des sous dans les poches. C'est clair que ça a moins d'impact pour les gens qui sont, je veux dire, dans des domaines spécifiques un peu plus capitalisés naturellement. Mais la PCU puis la PCRE, par exemple, sont des choses qui ont fait que les gens sont restés sur le banc pendant un petit peu plus longtemps. Puis, ultimement, le télétravail qui est venu un peu se mêler dans tout ça est venu créer une certaine distance entre les entreprises et les employés. C'est un cocktail, si on veut, qui est très difficile pour les entreprises quand ils veulent générer de l'engagement, quand ils veulent s'assurer d'avoir une relation qui est forte, puis qui est pérenne, puis qui va être un peu le moteur, si on veut, de la croissance de ces entreprises-là. L'erreur, si on veut, que les entreprises font, c'est que plusieurs entreprises font l'erreur de traiter l'expérience des employés puis l'engagement employé comme un problème de ressources humaines quand c'est probablement plus un problème de gestion qui est corporatif. Ce qu'on veut dire par là, c'est que tous ces facteurs-là qui sont un peu externes aux entreprises, souvent on va se dire, bon, donnons une mission à notre département des RH, puis eux autres vont s'occuper de gérer ça. Mais la réalité, c'est que c'est fondamentalement, si on veut s'assurer de générer de l'engagement puis d'avoir une expérience au niveau de nos employés qui va les garder puis qui va les engager à long terme, c'est une posture d'entreprise globale qu'il faut changer. Donc, l'expérience, si on veut, ça débute au sommet des entreprises. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde s'y engage, même les cadres les plus haut placés. Puis, c'est l'équipe de gestion qui la met en place puis qui va favoriser l'implémentation de ces méthodologies de travail-là, puis ultimement, qui va favoriser l'engagement. C'est une réalité qui est vraie pour tout le monde, qui part d'en haut puis qui a éventuellement le potentiel de se dégager en bas. Puis, si on veut générer de l'engagement, il faut que tout le monde s'y embarque dans ces méthodes-là. Sinon, ultimement, c'est dur de dire aux gens, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Généralement, ça ne fonctionne pas. Puis, dans le cadre de la conférence qu'on est en train de donner, en fait, quand on la montait, on trouvait ça quand même très, très, très important d'aborder la notion d'engagement à l'intérieur de la collaboration créative. Oui, on veut que les gens collaborent ensemble, on veut que les gens puissent se mobiliser autour d'objectifs communs pour les projets qu'on a à livrer ou les services qu'on a en place. Mais un des volets qui est extrêmement important et qui touche la majorité des entreprises actuellement, c'est l'engagement de leurs employés face à la mission de l'entreprise. Donc, on fait habituellement dans cette conférence-là un petit détour vers l'engagement pour montrer comment ces deux concepts-là de l'engagement et de la collaboration sont liés de manière intrinsèque dans la réussite corporative d'une entreprise. En fait, ce qu'on va essayer de faire dans ce genre de contexte-là, c'est de créer une structure qui va valoriser la création de donc une organisation qui facilite le travail collaboratif et croit en l'intelligence collective. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une structure qui permet, dans le fond, à nos équipes de travail d'avoir le temps, le contexte, d'avoir tous les éléments en place pour être capable de faire fonctionner, dans le fond, la collaboration et la créativité qui va générer cette collaboration-là. Comme on le dit, à l'intérieur des murs de MXO, on a la prétention de croire que les équipes qui travaillent ensemble et qui sont capables de collaborer, là, je vais essayer d'utiliser moins ce mot-là aujourd'hui parce que j'ai l'impression que je le répète aux deux phrases, mais ceux qui sont capables de travailler ensemble, de se mobiliser ensemble, ont tendance à générer énormément de valeur en fait pour les clients de notre agence, si on parle de notre histoire à nous autres. Donc, on a à mettre en place une structure qui va valoriser cette collaboration-là, mais comment qu'on fait pour favoriser ça? Bien, c'est de l'encadrement, ça vient des opérations, ça vient de l'administration, puis il faut que ça habite également l'ADN d'une entreprise. On ne peut pas demander aux gens de travailler dans un cadre extrêmement rigide, mais de générer de la créativité en même temps. C'est d'essayer de rentrer un cercle avec un carré. C'est deux éléments qui ne seront pas capables de se lier ensemble. Donc, premièrement, au niveau des opérations, un des défis qu'on a, c'est la structure autour de ces éléments-là. Mais on veut également une méthodologie qui va encadrer ça. Donc, on veut être capable d'avoir la structure, mais on veut avoir les méthodes de travail qui vont nous assurer que lorsque les équipes ont à collaborer, à travailler et à générer de la valeur ensemble, qu'ils aient les bons outils à leur disposition et qu'ils aient les bonnes méthodologies à leur disposition pour qu'ils puissent accomplir ce qu'ils ont à faire. Donc, le détour qu'on fait par rapport à ces informations-là, c'est de parler de l'engagement grâce à la collaboration créative. On va le voir au courant de la présentation. On va également revenir à quelques endroits, dans le fond, sur ces éléments-là. Mais important à retenir, de la collaboration créative va naître de l'engagement de vos employés. Et si je vous ramène à l'élément le plus important actuellement, si vous parlez, ceux qui sont dans le service actuellement,
Probablement que 100% de vos clients vous disent tous qu'ils ont des problèmes de staffing. Nous autres, on voit ces problèmes-là. On n'est pas nécessairement à l'abri de tous ces éléments-là, mais on a décidé de se doter d'une structure corporative qui nous permet de générer de l'engagement puis de générer des contextes favorables pour nos équipes de travail. Exact. Fait que quand on résume tout ça, c'est que ce qu'on veut faire, c'est créer le bon contexte. Puis il y a des bénéfices, oui, au niveau de l'engagement, au niveau de la capacité à recruter, à retenir, à engager, à avoir des employés qui sont motivés. Puis au final, il y a des dividendes qui sont pour votre clientèle parce que des employés qui collaborent ensemble, qui sont emprunts à générer plus de créativité, au final, ça va être bon pour les projets que vous êtes en train de mener. Puis c'est bon pour l'entreprise aussi. L'idée, c'est de créer le bon contexte, de leur donner, si on veut, l'espèce de théâtre pour être capable d'exploiter un peu leur potentiel au maximum. Donc, c'est de dire, on crée un contexte qui est idéal. Dans ce contexte-là, on est capable de leur donner les outils pour être capable de performer. Puis, de ça, on peut penser puis on peut espérer être capable de créer de la performance, de l'efficacité. Puis, de la créativité en équipe. C'est des choses qui ne sont pas inatteignables quand on leur donne le mauvais contexte. Il y a des gens qui sont extrêmement performants, qui vont être capables d'aller chercher un peu de créativité, mais ça va devenir des succès qui sont très individuels, puis c'est un modèle qui va être dur à reproduire. Fait que ce qu'on veut, c'est être capable de dire, moi, je mets le bon contexte en place, j'ai des pratiques de gestion qui encouragent la collaboration, qui encouragent la créativité, puis le succès que les gens vont réussir à aller chercher, bien, il va être collectif, puis ce que c'est capable de générer à ce moment-là, non seulement c'est des bénéfices pour l'entreprise parce qu'on livre des projets en moins de temps, puis avec un peu plus de succès, puis un peu plus d'intelligence, puis de créativité. Mais au-delà de ça, c'est l'engagement des équipes, c'est des gens qui sont motivés, qui sont derrière l'entreprise à livrer sa mission, plutôt que d'être tout simplement de passage à travers tout ça. Fait que c'est un peu la prétention que la collaboration créative a, puis ce qu'on pense qu'elle est capable de faire puis de générer au sein des entreprises. C'est quoi ça? Sinon, c'est quoi la collaboration créative? Là, dans le fond, on a vraiment fait, là, on a placé la table pour les contextes et tout. Maintenant, au niveau de la collaboration créative, de quoi qu'on parle? En fait, je vais passer à la slide suivante. La collaboration, c'est une posture, un nouveau regard sur les processus. C'est la création d'un dialogue qui transforme les pratiques classiques du compte-rendu à la conversation. Quand on parle de collaboration, ce qu'on dit, c'est en équipe, on ne veut pas que le monde se batte pour avoir la bonne réponse. On veut qu'en équipe, on soit capable d'identifier la bonne réponse qui va servir la mission d'un projet. Donc, collaborer, ça veut dire être capable d'avoir des conversations avec ses collègues de travail, d'être capable de mettre autour d'une table plusieurs éléments de plusieurs expertises différentes, puis d'arriver, dans le fond, à un rendu commun dans lequel tout le monde est satisfait de la direction dans laquelle on s'en va, qu'on est mobilisé autour de la réalisation de ces objectifs-là. Si on regarde, en fait, c'est vraiment important de faire la distinction de la collaboration puis la coopération. Quand on parle de coopération au travail, on parle d'un comportement par lequel des individus conduisent leurs relations et leurs échanges d'une manière non conflictuelle ou non concurrentielle. Donc, on ne se challenge pas, on fait chacun notre petit morceau, puis on espère que l'assemblage de ces morceaux-là soit fait dans l'ambiance la plus agréable possible. On cherche les modalités appropriées pour analyser ensemble et de façon partagée les situations et collaborer dans le même esprit pour parvenir à des fins communes ou acceptables par tous. Donc, on coopère ensemble, on sait comment se parler, on sait comment travailler, tout le monde a son morceau, mais on est beaucoup dans du travail, dans le fond, de coopération. La collaboration au travail, c'est plus l'acte de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Dans son sens commun, la collaboration, c'est un processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations s'associent pour réaliser un travail en poursuivant des objectifs communs. Donc, on parle dans les notions de collaboration au travail de s'associer ensemble, d'avoir des objectifs communs puis d'avancer tout le monde dans la même direction. Le succès de la collaboration, ça repose beaucoup sur les relations interpersonnelles. Donc, de façon plus précise, sur notre capacité à gérer nos relations professionnelles, alors que le succès de la coopération s'appuie davantage sur l'efficacité du processus de travail. Donc, j'ai vu qu'il y avait du monde des CRHA dans la salle. Donc, c'est une quote que je vous ai volée sur le site web. Mais ici, ça résume bien, en fait, l'idée en arrière de ça. Si on passe à la slide suivante, je vous ai mis en fait quelques statistiques intéressantes là, pour continuer notre petit bonhomme de chemin sur les structures de collaboration. Donc, en sortant certaines études, il y a plusieurs éléments statistiques qui m'ont frappé de manière un peu plus solide, là, si on veut, lors de la lecture de ceux-ci. Je vous les passe rapidement, mais on parle que 86% des employés et des cadres considèrent le manque de collaboration et le manque de communication comme les instigateurs de problèmes au travail. Donc, tantôt, je fais un segue avec ce qu'on disait tantôt.
engagement, collaboration, deux notions qui sont quand même liées de manière intrinsèque. 97% des employés et des cadres considèrent que le manque d'alignement d'une équipe impacte négativement les résultats d'un projet. Donc, être capable de collaborer ensemble a un impact directement sur la qualité et les résultats d'un projet. 54% des employés disent que le sens de communauté, qualité de l'équipe, célébration, les missions d'équipe, les ont gardés dans un emploi. Donc, partager de l'information, communiquer, avoir des lignes de communication claires et transparentes a une importance capitale. Les entreprises qui communiquent efficacement ont 4,5% plus de chances de conserver leurs employés. 33% des employés disent que les communications manquent de transparence, ça nuit au travail. Donc, 37% des employés disent que travailler avec une bonne équipe est une raison qu'ils gardent dans l'entreprise. Donc, je vais m'arrêter là pour les stats parce que je pense qu'on voit le portrait global à l'intérieur de ça. Pour dire, bien franchement, c'est rare qu'on se rend à la 9e. Là, je pense que le portrait devient assez clair là, au fur et à mesure qu'on descend là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que pour, par exemple, quelqu'un qui est au niveau des opérations, comme je suis chez MXO, quand je regarde ces statistiques-là, c'est extrêmement parlant au niveau de qu'est-ce qu'on a à adresser au niveau opérationnel dans une entreprise pour s'assurer de créer, dans le fond, un endroit où le travail va générer, dans le fond, énormément de valeur pour notre clientèle. Donc, ça nous amène des défis qui sont extrêmement importants. Puis, c'est dans la réalité de Jacques-Antoine qui est aux opérations, c'est bizarre, puis c'est peut-être pas naturel de penser qu'il y a un impact, lui, sur la capacité d'engager puis de mobiliser une équipe, mobiliser peut-être un peu plus, mais de recruter, par exemple. Mais ça, c'est tous des concepts, c'est des principes qui ont un aura puis qui ont une capacité à faire écho aussi dans un marché. Fait que dans un contexte économique où la rétention, le recrutement sont des sujets qui sont extrêmement difficiles puis qui sont pas faciles pour aucune entreprise, il n'y a pas personne qui l'a facile ces temps-ci. Puis l'idée, c'est de dire, bien, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de revoir au niveau de notre méthodologie interne qui a un impact sur notre capacité à recruter puis à retenir nos employés. Puis en parallèle à ça, c'est quelque chose qui a un impact qui est extrêmement positif aussi sur les projets puis sur l'expérience qu'on est capable de livrer. Ça, c'est bénéfique parce que ça fait du bien à tout le monde, autant à nos clients qu'à nos employés. Il y a le volet dans la collaboration créative, bien évidemment, de la créativité. La créativité, c'est quoi? C'est un peu comme la collaboration, c'est également une posture, c'est un nouveau regard à ce moment-là sur un défi ou sur un problème. C'est la modification d'un processus de réflexion qui nous modifie de un peu notre processus traditionnel. Fait que l'idée, c'est d'auto-challenger des individus ou une équipe à travailler puis à regarder un problème d'une manière qui est différente, si on veut. Fait que l'idée, c'est de dire, ben là, dans un contexte de collaboration, puis dans lequel on veut infuser de la créativité, c'est d'une certaine manière d'imposer le fait de ne pas travailler de la même manière qu'habituellement, puis de le faire différemment. La créativité, c'est un concept qu'on a volé ou qu'on est venu emprunter, si on veut, à plein d'autres domaines, puis je vais les expliquer tantôt, mais il y a quand même une nuance à apporter entre la créativité et l'innovation. La créativité pure, ce qui est à retenir, c'est le fait que c'est un processus qui ne se limite pas à la capacité de le faire. Ça veut dire que quand on fait de la créativité pure, qu'on veut infuser de la créativité dans nos processus, il faut faire attention de ne pas se limiter par le fait que est-ce qu'on est capable de le faire, est-ce qu'on a le temps de le faire. Au contraire, si on veut donner la pleine latitude à une équipe d'être créatif, c'est de se dire ne vous arrêtez pas à nos capacités puis à notre capacité à accomplir les choses, mais bien de s'adonner complètement au plaisir de penser puis d'essayer d'aborder les problèmes différemment. Dans le concept d'innovation, l'aspect de faisabilité, l'aspect de faire OK, parfait, comment on opérationnalise les choses, il est très, très proche dans le processus de réflexion. Mais si on veut complètement se libérer par rapport à des choses, puis si on veut se permettre d'essayer des choses, c'est important de se tremper le doigt puis de donner la place à la créativité. Puis l'innovation sera un résultat de ça. Donc, c'est un peu l'espèce de première étape. Donc, être créatif, c'est d'avoir des idées. Être innovant, c'est de savoir les mettre en œuvre. Les deux sont importants, mais quand on tombe à l'étape de réflexion pure face à de la problématique, c'est important de se libérer puis de ne pas toujours se ramener à la réalité. Des fois, ça vaut la peine de rêver si on veut. Comme je disais, la créativité, c'est un élément qu'on est venu voler, là, si on veut, ou emprunter du moins au domaine de l'art. Donc, je disais tantôt, la créativité, c'est une manière différente d'aborder un défi ou un problème. Je dirais qu'en art, de la manière que ça se transpose, c'est plus une manière différente de communiquer une intention, si on veut. Fait que, même si on veut, le problème de l'artiste, c'est de communiquer un message, ben lui, l'art devient une espèce de catalyseur pour être capable d'aborder
appréhender ce message-là différemment. Mais même les plus grands artistes utilisent une méthodologie. Donc, c'est bizarre de penser des fois que le volet créatif a besoin d'être encadré, a besoin de venir mettre en application une méthodologie, mais l'espèce de parallèle que je voulais faire, c'est que même les plus grands artistes ont une méthodologie. On a Piet Mondrian devant nous, qui est un artiste. Le tableau que je vous présentais précédemment, lui, il voulait réussir. Son intention, c'était de représenter les rues de New York et la lumière, mais sa méthode est assez similaire. Puis peu importe c'est quoi l'intention ou ce qu'il essaie de représenter, que ce soit un arbre au début de sa carrière ou les rues de New York à la fin, on peut voir l'impact de la méthodologie derrière ça. Puis, c'est correct d'avoir un processus créatif. C'est pas grave. Puis, au contraire, ça vient aider des fois des individus qui ne sont pas fondamentalement créatifs, qui n'aiment pas se challenger avec le fait de un peu se lancer dans le vide en essayant des choses qui ne sont pas confortables à faire. Quand on l'encadre dans une méthodologie, ça rend la chose accessible à tous. La méthodologie, c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde. La méthodologie, la créativité, excusez-moi. Fait en résumé, la collaboration créative, c'est de faire du travail ensemble vers un but qui est commun en étant libre de réfléchir différemment. C'est un peu en ça qu'on le résume. Puis, c'est une méthodologie qui nous permet d'aborder des nouveaux défis, d'aborder des nouveaux projets, d'aborder des enjeux d'entreprise, puis de dire, bien, on est capable de créer, si on veut, une capsule dans laquelle ils vont appliquer la collaboration créative pour être capable de réaliser des choses. Jack? Donc, je continue. À partir de ce stade-ci, on tombe dans le comment on y arrive. En fait, la première demi-heure sert beaucoup à mettre le contexte en fait favorable autour de qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Maintenant, comment qu'on y arrive. Là, c'est le morceau où est-ce que je vais vous partager aussi énormément d'éléments en fait de mon expérience personnelle là, que je vais vous donner de manière très transparente. Mais qu'est-ce qui arrive quand on réussit, quand on devient une carte. Excusez-moi, je recommence. Qu'arrive-t-il lorsque la collaboration créative devient une question de culture d'entreprise? Premièrement, on l'a dit, de la culture va être aussi de l'engagement. Donc, on veut que la collaboration devienne dans l'ADN et dans la mission, en fond, d'une entreprise en général. Comment implanter une culture de collaboration créative? C'est le morceau qui nous intéresse. Je suis persuadé que dans les 30 premières minutes, il n'y a personne qui est en désaccord. De dire que les équipes travaillent ensemble, qu'ils soient mobilisées autour d'un objectif commun, qu'il y ait un engagement au travers de leur employeur, au travers de la marque qu'ils représentent ou quoi que ce soit. Je suis pas certain que si on passait un sondage à ce niveau-là, il n'y a pas personne qui ferait « je suis contre ». Ceci étant dit, la collaboration créative, ce n'est pas quelque chose qui apparaît par hasard. La valorisation des concepts de collaboration, ça doit venir en amont des équipes de gestion. L'implantation des mindsets de collaboration interne n'est pas non plus le fruit du hasard. C'est une résultante des efforts des entreprises à créer un environnement favorable à collaborer librement. Donc, des phrases qui sont faciles à dire, qui sont faciles à lire, qui sont faciles à partager, mais dans le concret, ça demande quand même une bonne posture et une bonne structure de travail parce que ce qu'on essaye d'encadrer, c'est un encadrement non rigide. Donc, on veut mettre un encadrement dans quelque chose qui ne se sent pas comme si on était encadré. Dans lequel il y a une certaine liberté, exact. Exactement. Donc, en plus de ça, on est en télétravail, donc ça peut sembler difficile, mais c'est aussi encore plus nécessaire actuellement de rallier nos équipes ensemble. L'impact de la distance physique, ça se minimise en systématisant les collaborations à travers les projets, mais comment on débute? En fait, la première chose que moi je vais vous dire, puis dans 100% de ce genre de conversation-là, on va toujours vous dire de commencer petit. En fait, ce qu'on essaie de trouver au début, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour favoriser en fait ces contextes-là, mais même si on a les meilleures idées du monde comme individu, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est de réussir à galérer aussi, excusez-moi pour l'anglicisme, on va vouloir réussir à assembler aussi toutes les notions qui proviennent de vos équipes de production et de vos équipes, dans le fond, qui travaillent plus de manière collaborative dans les projets. Donc, on commence par essayer de regarder, est-ce qu'on propose, en fait, les toolsets ou les coffres à outils qui sont importants? Est-ce que tout le monde arrive dans nos cellules de création, mettons, équipés avec les bons contextes, la bonne information? Est-ce qu'on a structuré nos projets de la bonne façon? Donc, tout ça, ça se crée et ça se travaille. Au niveau, en fait, des postures de collaboration, quand je parlais, je voulais juste vous revenir sur un truc qui m'est sorti de l'esprit, ça me reviendra tout à l'heure.
Si on passe à la slide... Ben, j'ajouterais peut-être, tu sais, pour l'implémentation de ce genre de choses-là, puis c'est un peu de la même manière que ça s'est fait chez nous, c'est que quand on dit on débute petit, de se dire, OK, parfait, ce projet-là ou ce problème-là ou ce défi-là, on va l'aborder dans une méthode de collaboration créative, ben, c'est le fait de le faire sur des projets qui sont peut-être des projets un peu plus pilotes. C'est important de le faire sur des éléments qui sont tangibles, qui sont réels, de faire des projets pilotes sur des choses qui n'existent pas ou qui sont... ah ben on va l'essayer, mais on n'a pas d'objectif et on n'a pas de but. C'est super. Des fois, ça amène à pas beaucoup de motivation puis pas beaucoup d'engagement. Mais de le faire de dire, ben, ce nouveau défi-là, on l'aborde avec une nouvelle posture, même en continuant à maintenir en place l'espèce d'ordre établi. C'est un peu le premier pas dans la bonne direction. Puis l'idée, c'est qu'il y a, je reprends tes paroles, Jacques-Antoine, il n'y a rien de mieux que pour tester un concept que la pratique. Fait que l'idée, c'est de le starter, de l'essayer, puis de débuter. Puis c'est un peu ce démarrage-là qu'on veut faire, si on veut, sur 3 grands piliers. Là. Parce qu'en fait, un des dangers d'implanter trop rapidement, c'est qu'on va s'attarder énormément, dans le fond, au concept théorique qu'on veut mettre en place. Mais passer de la théorie à la pratique, c'est ce qui devient extrêmement challengeant, qui devient des bons défis, mais que ça reste extrêmement excitant à mettre en place, puis ça reste quelque chose qui est très... qui drive énormément. Mais passer de la théorie à la pratique dans la mise en place de ce genre de structure-là, c'est vraiment le nerf de la guerre. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire au départ? Puis je vais terminer ce bout-là là-dessus. Mais ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est de s'assurer de faire des premiers tours de roue, en fait, avec des nouvelles routines. Je vous donne un exemple. On est en train d'implanter, en fait, chez MXO, certaines nouvelles structures de collaboration qui nous permettent, en fait, de transiger de l'information de manière beaucoup plus efficiente à l'intérieur des équipes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'information au niveau de l'entreprise qui demeure dans la tête de seulement un individu. Donc, on met en place des structures d'échange d'informations qui nous permettent de tous se synchroniser ensemble et s'assurer qu'on est tous à la bonne place. Ceci étant dit, dans la mise en place de ce genre de structure-là, les premières semaines qu'on va mettre en place nos nouvelles routines de travail, on va voir en fait là, pas mal tout ce qui est appelé à briser dans l'engrenage. Donc, quand on travaille dans les technologies, on a tendance à travailler beaucoup là, dans les méthodologies qui sont plus dans l'agilité ou ce genre de choses-là. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'on n'utilise pas ce même genre de mentalité-là pour implanter des changements opérationnels. C'est-à-dire que ce qu'on veut, en fait, c'est s'en aller dans une direction qui est entendue avec nos équipes de travail, puis de s'entendre sur la destination vers laquelle on veut s'en aller. Ensuite, le chemin qu'on crée pour y aller, ça fait partie de l'onboarding, dans le fond, de nos équipes, ça fait partie de l'engagement et de la mobilisation, d'aller chercher l'information également au niveau de la production, mais également au niveau de l'administration pour créer cette structure-là, la mettre en place dans un contexte et faire les premiers tours de roue. Je vais en reparler un petit peu tantôt dans une autre slide, et on va parler énormément d'humilité dans la mise en place, dans le fond, des structures de collaboration, parce que ce qu'on essaie de mettre en place, en fait, c'est on a une idée, on veut la tester, on fait un premier tour de roue, on regarde quels morceaux dans l'engrenage n'ont pas suivi la route. Qu'est-ce qui a lâché au courant du premier tour de roue pour être capable, après ça, de semaine en semaine, de réajuster notre structure. Donc, ça fait en sorte qu'on a une structure de collaboration qui avance en même temps que le rythme de la rétroaction qu'on est capable d'y avoir. Donc, mon point là-dessus, puis là, c'est là que je fais le pont entre mon passé de plus dans le marketing puis mon présent qui est plus dans les opérations, c'est qu'il y a beaucoup de ces notions-là qui proviennent également là, des notions du marketing. C'est-à-dire, on a une hypothèse, on s'en va dans une direction, on la met en place, on gather l'information, on prend la rétroaction de manière très humble, parce que là, c'est de la rétroaction qui va venir sur vos idées. Donc, on prend cette rétroaction-là, puis on ajuste nos processus jusqu'à temps que notre routine soit parfaite, qu'elle roule, qu'on se soit pratiqué et que ça devienne, dans le fond, une nouvelle réalité. Donc, dans ce contexte-là, on est capable d'avancer des changements dans les structures opérationnelles qui vont toucher, après ça, nos équipes de production, qui vont toucher l'engagement et la mobilisation autour des projets, mais également autour de la mission de l'entreprise. Puis l'engagement, il est généré par le fait que, tu sais, fondamentalement, puis c'est aussi générationnel un peu, mais ces gens-là ont le goût de s'impliquer dans les entreprises, ils ont le goût de faire partie du succès de ces choses-là. Fait que de les impliquer avec une très grande transparence dans l'implémentation d'une nouvelle méthode de travail, de dire, vous êtes maintenant dans un projet pilote, chez nous, c'est le partage de l'information. C'est ça notre projet pilote, c'est comme ça qu'on a décidé de le débuter. Puis de dire, ça va être rough,
Ça se peut que ça brise après la première journée, mais l'objectif, c'est que vous collaboriez et que vous participiez avec nous à l'implémentation de ça. On veut votre rétroaction, on veut entendre ce que vous avez à dire sur le processus pour être capable de l'améliorer, puis qu'au final, il soit pas juste notre processus, mais qu'il soit le nôtre en tant qu'entreprise, puis que les gens qui participent à tous les jours, ils sont très engagés face à ça, ils le respectent, ils le font avec rigueur, puis non seulement ça, ils se reconnaissent dedans parce qu'ils ont pu le commenter, ils ont pu y apporter une modification. Ça devient très engageant par rapport à même la méthodologie de l'entreprise. Juste un dernier point par rapport à ça aussi, c'est la majorité des processus décisionnels qu'on a en entreprise, on va souvent dire, puis en faisant de l'accompagnement client, là, on l'a dit, si je ne l'ai pas dit personnellement 1000 fois, je ne l'ai jamais dit, là, mais on ne choisit pas, on n'adapte pas nos fonctions ou nos méthodologies de travail en fonction de la solution qu'on a choisie. On bâtit les solutions en fonction de nos besoins. C'est la même chose lorsqu'on choisit un système informatique, lorsqu'on choisit, mettons, un software ou une orientation technique. On va prendre des solutions qui répondent à nos besoins. Bien, les solutions, en fait, d'opérationnalisation interne, les structures de collaboration doivent également être bâties en fonction de ce que nos équipes ont besoin et non pas de bâtir des solutions qui vont satisfaire seulement, par exemple, l'administration, les dirigeants de l'entreprise en faisant fi totalement de ce qui se passe sur nos équipes. C'est plutôt le contraire. C'est la job de l'administration d'être capable de créer un cadre de travail qui va répondre aux besoins de nos équipes de production. Et ça, c'est un changement de mentalité également dans l'implantation des structures opérationnelles. Je reviens à nos moutons. Les piliers de la réussite. Fait qu'on est face à une situation où on se dit on va implémenter ça. Il y a quand même des règles d'or, si on veut. Il y a des piliers qui sont un peu à l'essence du succès de la mise en place de ces affaires-là. Premièrement, il y a le volet de planification. On veut s'assurer que tout le monde a l'information, puis tout le monde est capable de se positionner dans le contexte. Donc, c'est un élément qui est très important. Oui, on veut donner de la marge de manœuvre, on veut s'assurer que les gens soient capables de naviguer librement à travers ça, mais il faut que les gens sachent d'où ça vient, aient l'information disponible, puis soient capables d'avoir une vue sur c'est quoi l'objectif. Ensuite de ça, il y a l'exécution. C'est exactement de ça que Jacques-Antoine parlait quand il disait faut adapter notre solution à ce que l'équipe a besoin. La vérité, c'est qu'on pourrait sortir 56 000 méthodes de travail. La vérité, c'est que la bonne méthode, c'est celle qui marche. Fait que l'importance d'accepter la rétroaction pour être capable de modifier l'exécution, c'est là où est-ce que ces deux éléments-là ont une importance de leur relation. Puis l'idée, c'est de dire l'interrelation de ces deux éléments-là, c'est ça qui va faire que la méthode, elle va se sculpter, elle va s'adapter, puis elle ne va pas devenir parfait, moi j'utilise une méthode de design thinking ou une méthode de gestion de projet waterfall. On utilise la méthode qu'on a, c'est notre adaptation de ces méthodologies de travail-là et non, je prends la méthode, je lis c'est quoi les 7 étapes, j'applique les 7 étapes, tout le monde trouve ça désagréable puis mon résultat n'est pas bon, mais au moins je fais la bonne méthode. La vérité, c'est que la bonne méthode, c'est celle qui non seulement est capable de livrer des bons résultats, mais en parallèle à ça, est capable de permettre une bonne expérience quand elle est appliquée. Fait que, planification, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, voici un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe. Ben, et voilà, donc au niveau des 3 piliers qu'on a regardés, on va juste les exploser un petit peu pour aller plus en détail, mais vraiment, comme Antoine le disait, les 3 éléments là, dont on parle là, sont extrêmement importants en fait pour créer les bons cadres. En premier lieu, la planification. En fait, là, on est en télétravail, là, on en parle depuis tantôt, de collaboration créative en mode télétravail. Là, on est en télétravail, on n'a plus les opportunités de s'accrocher à la cafétéria, de prendre un café ou d'avoir une conversation de coin de bureau. Donc, il faut créer ces situations-là. Quand on commence un nouveau projet, si on veut être sûr d'avoir un encadrement de la collaboration créative, en fait, le nerf de la guerre en départ, c'est la planification. Je le répète jamais assez, je le répète à toutes les semaines, un projet qui est bien planifié, qui est bien structuré puis qui décolle sur les bonnes bases, ça va fonctionner. Ce que je donne souvent comme exemple, c'est lorsqu'on est mal planifié dans un début de projet. C'est un peu comme partir, par exemple, faire une course 100 mètres haies, mais on a décidé qu'on n'allait pas sauter par-dessus les haies. Là. Donc, nécessairement, là, dès les premiers coups, dès les premières enjambées, on prend une haie là, directement dans le visage, ça fait mal, on tombe à terre, on se relève, on repart, une autre haie dans le front. Donc, après 4-5 coups dans le front comme ça se peut qu'on commence à avoir moins de plaisir dans un projet. L'important, c'est de se planifier comme il faut. Donc, on veut collaborer efficacement
et ça demande une préparation. Donc, comment on crée ce contexte-là? Premièrement, c'est quoi l'objectif? Quand vous bookez des rencontres, là, on en a là, énormément de rencontres dans une semaine. Là. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire, en fait, chez MXO, c'est de s'assurer, dans le fond, que quand on arrive dans les rencontres, on est dans une posture, dans le fond, qui est partagée de tous. Donc, ce qu'on demande, c'est de la préparation. On arrive, on sait de quoi qu'on parle, on connaît l'objectif de la rencontre, on connaît le contexte, puis on sait sur quoi qu'on vient travailler. Donc, dans la planification, ça demande en amont, en fait, beaucoup de travail de nos équipes là, au niveau de notre PMO, de nos équipes de gestion, d'encadrer, de préparer les projets pour que lorsque les gens commencent à collaborer, tout le monde est sur la même ligne de départ. Donc, fini les rencontres où est-ce qu'on n'a pas lu les briefs, on n'a pas pris les contextes, on n'a pas. Quand on arrive, on est ici pour travailler, on est tous sur la même ligne de départ, puis on part à la course, tout le monde en même temps. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on a qui nous permet de générer énormément de valeur dans nos projets parce que lorsqu'on s'y attarde et qu'on commence à travailler, tout le monde est dans la même direction. On veut l'objectif, on veut le contexte, on veut préparer. La préparation de la structure documentaire va être extrêmement importante. On va repasser sur les types de documents qu'on utilise, nous autres, à l'interne dans les prochaines slides. Les partages des informations communes, donc les briefs de projet, les chartes de projet, les process utilisés, tous ces éléments-là doivent être, dans le fond, établis en début de projet pour créer ces cellules, ces contextes-là. On met énormément d'efforts chez MXO dans la préparation de nos projets parce qu'on pense on a la prétention de croire qu'un des nerfs de la guerre, en fait, dans l'exécution des projets, je viens de le dire, un des nerfs de la guerre dans les projets, c'est l'exécution des projets. Mais exécuter de la création, c'est encore une fois, comme on disait tantôt, c'est d'essayer de rentrer un bloc dans une sphère. Donc, on n'est pas guéri pour le faire. Fait qu'il faut réussir à créer ces ponts-là. Et pour créer ces ponts-là, ça vient vraiment du transfert d'informations et des planifications de projets. Donc, on s'assure que tout le monde est sur la même page et que chaque membre possède les mêmes informations, qui arrivent tous dans la même posture et qui sont prêts à avancer tous ensemble dans la même direction. Un membre de... Oui, excuse-moi. J'allais dire, tu sais, je l'ai vu à plusieurs fois dans ma carrière, puis ça ne part pas d'une mauvaise intention, mais un groupe de travail qui se dit parfait, ça va être notre comité d'innovation. Là, c'est parfait, ils ont du temps réservé dans leur horaire, ils ont la marge de manœuvre, on veut les laisser être créatifs, puis collaborer, innover, puis tout ça. Puis la vérité, c'est que il manque de planification, il manque d'objectifs, il manque de direction. Puis là, tout d'un coup, après 3 rencontres, on se dit il n'y a pas de valeur ajoutée, puis au final, ils n'amèneront rien ou sont désalignés. Puis ça, c'est de la faute de la planification. C'est de la faute de dire ils n'ont pas eu le bon contexte, ils ne sont pas tous partis à la même ligne de départ, tout le monde est arrivé avec sa propre idée, puis au final, ça l'a mené à rien. Donc ça, c'est le genre de choses qui nous permet d'être capable je pense, de mettre les bonnes assises, les bonnes bases pour s'assurer qu'on parlait tantôt de la collaboration de gens qui travaillent tous dans la même direction. On est en train de vous donner la direction en ce moment. C'est ce qu'on fait. Exact. Puis dans le fond, ce manque de préparation-là, puis le manque d'information mène la plupart du temps vers un déséquilibre entre les membres des équipes lors des ateliers de travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une préparation à géométrie variable en amont des projets, souvent, ce qui va arriver, c'est quand on va arriver dans le contexte de projet, là, on va se ramener à un concept qu'on connaît tous, là, mais c'est le même concept qu'arriver, par exemple, dans un travail d'équipe à l'université avec 5 personnes, tu en as un qui travaille, un autre qui veut supporter, puis 3 autres qui se regardent un petit peu en faisant comme où est-ce qu'on s'en va avec ça. On arrive tous au même point. Le problème, ce n'est pas l'exécution de la mission, mais le chemin pour s'y rendre. C'est ce chemin-là qui fait mal, c'est ce chemin-là qui réduit l'engagement, qui réduit la mobilisation. Donc, quand on veut créer un contexte favorable, il faut s'assurer que tout le monde qui va courir ensemble ont des bons souliers, sont tous en même ligne de départ, savent tout ce qu'il y a à faire. On les avertit qu'il y a des haies à chaque nombre de mètres, fait qu'il faut qu'ils sautent par-dessus pour s'assurer en fait que quand tout le monde part ensemble, ça puisse fonctionner. Au niveau de la planification, en fait, je vous nomme quelques outils que nous autres, on utilise à l'interne pour ça. Dans le fond, on va commencer par planifier nos chartes de projet. Nous autres, on utilise principalement Lucid Chart pour ce faire. On va en reparler tantôt. Planification des efforts, donc gros challenge au niveau du resource planning, comment on crée ces contextes-là. Chez MXO, en fait, on travaille énormément actuellement à trouver les bonnes méthodologies qui plaisent en fait à nos équipes de travail au niveau de la planification des ressources pour que le monde soit capable de forecaster dans le fond leur charge de travail puis qu'on soit capable d'encadrer également les charges de travail. Une des choses qu'on s'est rendu compte aussi dans les années de télétravail, c'est que les charges en fait là, sur les épaules de nos équipes de production peuvent changer là, très, très, très rapidement puis devenir d'une semaine qui est gérable à une semaine qui est totalement ingérable où est-ce que là, tu as l'impression d'être overwhelmé, tu n'as pas de souffle, tu n'es pas capable de prendre le temps de réfléchir, mettons, à ce que tu as à faire parce que tu es juste en réaction aux urgences. La prétention qu'on a chez MXO, c'est de penser que si on encadre adéquatement notre planification pour nos ressources, on va dégager assez d'espace dans une semaine pour qu'ils soient capables de gérer les urgences,
l'innovation, la formation en continu, tout ça. Donc, nos planifications au niveau de nos ressources sont faites sur un concept où est-ce qu'on ne planifie pas 100% des heures dans la semaine. On planifie un pourcentage d'heures qui sont essentielles aux opérations de l'entreprise, mais on dégage une marge de manœuvre pour être capable d'avoir un contexte dans lequel on peut avoir un peu de souffle, avoir un peu d'espace pour réfléchir puis générer de la créativité dans nos projets. Donc, planification des ressources, c'est un enjeu majeur. Centralisation de documentaire, donc comment on gère la documentation, c'est quoi les structures puis comment on se les partage. Présentation visuelle des enjeux, donc on revient avec les chartes, mais on revient également avec les risques qui peuvent composer les projets, mais également les rôles et responsabilités à l'intérieur d'un projet. Donc, quand l'information est bien transigée, qu'elle est bien structurée, il n'y a pas de raison que tout le monde ne soit pas à la même place en même temps. Vos outils de gestion de projet, donc Jira, Liquid Planner, Monday, Name It, la centralisation des notes. Bref, à l'étape de la planification, on utilise des outils qui permettent de centraliser l'information puis d'organiser la cellule de collaboration. Ensuite de ça, il y a le volet de l'exécution. Donc, on a planifié, tout le monde arrive, comme Jacques-Antoine le disait, à la course sur la même ligne de départ. Là, la course, ça part. L'idée, c'est de dire il faut que trouver puis être capable de créer, comme je disais tantôt, le théâtre pour que ces gens-là collaborent ensemble. Donc, bien évidemment, dans le contexte du télétravail, c'est de créer des environnements de travail virtuels. Bon, on connaît tous, je veux dire, on est sur en ce moment, là, les logiciels qui permettent les réunions virtuelles entre les individus. Puis, je dirais que l'outil collaboratif auquel on se rattache beaucoup de notre côté, c'est le volet un peu plus collaboratif du digital whiteboard, si on veut, qui nous permet de travailler tous ensemble un peu sur la même feuille. Ça devient notre lieu où tout le monde est capable de prendre des notes qui sont communes et qui sont collaboratives et disponibles à tous. Fait que l'idée, c'est de dire, oui, on va leur donner un cadre, on va leur donner une méthodologie de travail, on va aussi leur donner des objectifs qui sont clairs, mais au-delà de ça, ensuite de ça, il faut être capable d'avoir des outils qui permettent de travailler en liberté. Fait que l'idée, c'est de travailler avec ces outils de collaboration numérique-là, puis d'utiliser la technologie comme un facilitateur aussi à la centralisation de l'information. Une des choses qui est très le fun avec la naissance du télétravail, c'est de dire, à l'époque où tout le monde, pour être capable de collaborer, se mettait dans une salle de réunion, tout le monde partait avec son cahier de notes, puis personne ne savait ce que les autres pensaient. Là, l'avènement du télétravail est capable de venir centraliser cette intelligence-là, puis de dire, l'information, elle devient un peu plus pérenne si on travaille de la bonne manière, puis qu'on s'assure que c'est pas parce qu'ils sont chez eux que tout le monde prend des notes dans son cahier à côté, mais qu'au contraire, on met ça un peu de l'avant. Ensuite de ça, ça nous permet d'être capable de laisser un peu la place à toutes les expertises de s'exprimer. Puis, les méthodologies qu'on va regarder un petit peu plus tard, qui sont deux pistes de solutions potentielles, vont permettre d'offrir une certaine égalité. Ce n'est pas parce que le problème que tu essaies de relever est généralement réfléchi par une expertise particulière que les expertises qui sont connexes ou différentes n'auront pas un impact potentiel pour être capable de les relever. Puis finalement, un élément qui est très important, c'est la régularité des rencontres. On veut, je vais dire d'une certaine manière, forcer ou encourager la collaboration, la récurrence, puis le fait d'être capable de dire, ça, c'est l'opportunité. C'est super important, particulièrement en télétravail. S'il n'y a pas un peu de rigueur qui est mis dans le fait de dire, on va se voir de manière systématique et organisée, de penser que la collaboration va se faire quand tout le monde travaille de chez eux, c'est pratiquement impossible. Fait que là où est-ce qu'on disait tantôt, c'est une responsabilité qui appartient au cadre de gestion d'être capable de le faire. Par où ça passe pour être capable de le faire, c'est le fait de dire, parfait, voici l'espèce d'espace-temps qu'on est en mesure de vous offrir. Puis, on systématise à ce moment-là les moments où on va exécuter justement. En étant isolé, chacun chez soi, l'importance des outils numériques puis de la récurrence des rencontres, c'est un peu ces deux éléments-là qui vont amener au succès potentiel un peu de ces éléments-là. Fait que comment est-ce qu'on collabore? C'est quoi les outils qu'on utilise pour être capable de le faire? Tout ce qui est des outils de roadmap, comme je le disais, du digital whiteboard, qui vont être des outils de collaboration au niveau qui nous laissent une latitude de dire, l'espèce de tableau blanc qu'on avait dans notre salle de réunion, il existe toujours avec nous autres. Puis, c'est des outils qui permettent assez de liberté puis qui sont assez faciles d'utilisation pour dire, peu importe la génération, peu importe le domaine d'expertise, tu n'as pas besoin d'être un designer pour être capable de travailler là-dessus. Au contraire, tu peux le gérer pratiquement comme si c'était un Excel, puis le comptable va être capable de collaborer de manière créative aussi dans ces outils-là. Puis ensuite de ça, j'en parlais tantôt, d'une certaine manière, la beauté de ça, c'est la centralisation de la donnée puis du data.
résultats, de dire il existe un dividende tangible de ces rencontres-là, puis aller dans la documentation de ça. Fait que d'être capable de dire, bien, toute cette information-là, elle est centralisée, puis elle permet d'être capable d'être un tremplin à la prochaine rencontre. C'est super important. Fait que l'idée, c'est de dire, on veut créer l'espace de collaboration pour être capable de livrer adéquatement l'émission. Puis l'idée, c'est d'utiliser la technologie pour être capable de le faire, mais de le faire dans un cadre où est-ce que on met le bon contexte, puis le bon contexte est permis, si on veut, là, par l'équipe de gestionnaire. Sinon, au niveau de la troisième phase, on parle de la rétroaction. En fait, pas de rétroaction, pas d'engagement, dans la mesure où est-ce que le pire danger, ça serait de naviguer à l'aveugle en se disant qu'on détient 100% de la vérité, qu'on a la science infuse, que nos structures, nos méthodologies sont les seules qui sont bonnes. Donc, ça, c'est une des erreurs dans lesquelles on ne veut absolument pas tomber. Donc, ce que ça demande comme posture, en fait, au niveau de la mise en place de ce genre de structure-là, c'est d'être capable d'être relativement, de mettre son ego, en fait, personnel de côté, de garder une bonne posture au niveau de ce qu'on essaye d'accomplir, puis de ne pas prendre, dans le fond, cette rétroaction-là comme étant confrontante ou quoi que ce soit. Donc, c'est le rôle, en fait, de vos équipes de leadership, là, de s'assurer d'être capable de gatherer l'information au niveau de la rétroaction. La rétroaction sur les projets, dans le fond, c'est primordial parce que ça va nous permettre d'établir les balises fonctionnelles. Ça, c'est un point important, mais également les balises qui sont dysfonctionnelles dans l'accomplissement d'un projet. Ce qui nous intéresse, en fait, quand ça marche, on est très content, on le surveille puis on le laisse vivre. Quand ça ne marche pas, on veut le savoir au plus vite. Concept du fail fast. On a, par exemple, un caillou dans l'engrenage. C'est quoi la nature de ce caillou-là? Qu'est-ce qu'on met en place pour le solutionner? Est-ce que c'est en accord? Est-ce que c'est concording avec les missions qu'on a de nos équipes, les missions des projets qu'on a? Si oui, implantation du changement, valorisation, communication interne, et on roule au niveau de la rétroaction qu'on a. On le fait pour nos services, on le fait pour les prestations de services qu'on a avec nos clients. On se donne la rétroaction, on s'analyse, on se regarde dans le miroir. Quand on a besoin, on se donne des tapes dans le dos. Quand de l'autre côté, si on n'a pas été correct, on se le dit, on avance, on trouve des solutions. Donc, c'est la même chose dans l'implantation dans les critères de succès de la création. On veut s'organiser des rencontres de rétroaction. Donc, chez MXO, en fait, on travaille activement également à avoir de manière systématique ces rencontres post-mortem-là. On veut avoir des rencontres de fermeture de projet. Donc, par exemple, on met énormément d'efforts à ouvrir les nouveaux projets quand les clients arrivent dans vos entreprises. On doit mettre également de l'effort à fermer nos projets, c'est-à-dire comment ça a été, est-ce que ça a été enligné avec le plan de départ qu'on avait? Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Puis comment on réajuste? Donc, en continu, là, nos processus et notre encadrement au niveau de la collaboration des équipes de travail, ça doit être vivant là, de semaine en semaine. Le but, ce n'est pas d'implanter des changements tous les semaines ou d'implanter des nouveaux gros chantiers sur une base régulière, mais il faut être capable, en fait, d'avoir le pouls là, de ce qui se passe, puis qu'est-ce qui commence à agacer les équipes ou qu'est-ce qui fonctionne bien, puis voir si ça marche avec la vision de l'entreprise. Donc, on organise les rencontres de rétro, on adresse les points d'amélioration toujours de manière positive. On écoute puis on accueille les commentaires des membres de l'équipe. On révise les processus d'exécution utilisés. On laisse son ego au vestiaire. Ça, je ne peux pas le dire assez. Et on met réellement en action la rétroaction accumulée. C'est normal quand on met en place, dans le fond, une piste d'amélioration que les premières fois, je le dis souvent à la blague, mais c'est comme si on allait, c'est comme on se le disait l'autre fois justement, Antoine puis moi, c'est l'équivalent d'enlever nos petites roues là, sur notre vélo. Là. Les 3-4 premiers coups de pédale, là, ça se peut qu'on se graffine les genoux, mais à un moment donné, on prend notre heure d'aller, puis ça devient un acquis qu'on est capable de pédaler avec notre vélo puis de s'en aller dans la bonne direction. Donc, la rétroaction en mode post-mortem permet de s'améliorer, mais ça agit également, il s'agit d'un bon exercice d'humilité pour les équipes. On veut être capable de célébrer les bons coups, puis on veut être capable de s'améliorer sur nos points d'amélioration. Donc, on ne veut pas faire d'aveuglement volontaire, on veut avancer dans nos processus. Les outils qui sont disponibles, on en a parlé, mais encore une fois, les outils de gestion de projet. Comment le projet est exécuté? Est-ce que les budgets sont respectés? Est-ce que les délais sont respectés? Les outils de sondage, n'hésitez pas à les utiliser, que ce soit les Google Forms, les SurveyMonkey, les Office Vibe, les Amelio de ce monde. C'est vraiment, vraiment le nom de la guerre, c'est la rétroaction terrain et l'évaluation des processus de travail, en fait, qu'on remet en question si on voit qu'il y a des éléments qui achoppent là, de manière systématique là, dans nos projets. Parce que quand on n'arrive pas à sortir les projets, quand on n'arrive pas à exécuter de la bonne façon et que chaque coup de pédale est un peu difficile, ça devient très essoufflant de travailler et c'est là qu'on va avoir, dans le fond, des degrés d'engagement ou de mobilisation autour des projets qui vont tendre à vouloir diminuer.
Puis, tu sais, on le disait tantôt, en fait, il y a deux choses là-dedans. C'est de dire que, tu sais, quand il y a des petites roches dans l'engrenage, tu peux marcher longtemps avec une roche dans ton soulier, mais le jour où est-ce que je vais te proposer une paire dans laquelle il n'y a pas de roche, ben, peut-être que tu vas la choisir. Puis ça peut être la même chose pour un employé qui n'a pas la place ou l'espace pour être capable de partager ses observations face à un processus de travail. Fait que l'importance d'être capable de faire ça, puis de se décomplexifier face aux méthodologies de travail aussi. Ce qu'on veut vous présenter en vous présentant ces trois piliers-là, ce n'est pas une méthode, c'est plus une mentalité, une posture face à laquelle on est capable d'aborder l'implémentation d'une nouvelle méthode. Mais la méthode, comme je disais tantôt, il y en a plein qui sont listés, puis il y a des étapes. Puis si pour X, Y, Z raison dans votre organisation, l'étape numéro 6, là, elle ne fait pas, puis ça rend tout le monde inconfortable, puis ça devrait, bien, on la modifie, on l'adapte, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Puis ultimement, la solution puis la méthodologie qui est la plus intelligente, c'est celle qui fonctionne pour vous. T'sais. Fait que ça, c'est un principe à prendre en considération. Puis en autant qu'il soit aligné avec ces piliers-là, puis qu'ils ne viennent pas en contradiction avec ça, de manière générale, ça ne devrait pas générer de problème. Donc, il existe quand même un peu des règles d'or, si on veut, en arrière de tout ça. Puis, on en a parlé beaucoup d'entrée de jeu quand on disait que c'est quelque chose qui part d'en haut. C'est une mentalité qui doit venir si on veut, des processus de gestion. Donc, à travers ça, une des premières règles, c'est de dire s'il y a un gestionnaire qui est impliqué dans ces processus-là, puis dans l'implémentation de la nouvelle méthode, c'est super important qu'il le mette en application. Fait que c'est de dire, parfait, j'ai un projet pilote, je vais être capable de l'aborder d'une nouvelle manière, puis de gérer ce projet-là d'une manière qui est différente. J'arrive à la table avec une nouvelle méthodologie, on planifie bien, on exécute, on implémente de la rétroaction. Il faut que le gestionnaire qui est impliqué là-dedans mette en application de manière exemplaire ce qu'il est en train de faire. C'est impossible de penser qu'une équipe va suivre un gestionnaire qui dit « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Il y a une importance à ça pour être capable de dire « vous voulez de la réelle collaboration, puis vous voulez que les gens embarquent dans cette méthode-là, parce qu'on veut qu'ils génèrent de l'engagement, il faut que les gestionnaires le fassent de manière exemplaire, c'est bien évident. » On veut également, en fond, avoir une bonne posture, puis on veut respecter les balises. Donc, on s'assure d'avoir des lignes de communication qui sont claires. L'implémentation de changements, surtout en mode télétravail, surtout quand on demande aux équipes de collaborer dans les contextes, va passer énormément par l'évangélisation et la communication claire des attentes. Donc, on veut rencontrer les équipes, on veut organiser les connaissances internes de façon structurée, on veut permettre aux employés d'accomplir leurs tâches quotidiennes dans une structure qui favorise la collaboration. Donc, si on prend tout le monde, qu'on organise, par exemple, la gestion des priorités, mais que tout le monde est étouffé dans sa semaine, qu'on a des semaines avec tant d'heures disponibles, mais qui sont toujours overbookées dans ces heures-là, c'est impossible d'être capable de gérer, dans le fond, de la valeur à travers de la collaboration parce que tout le monde court après leur temps. Ce qu'on veut, c'est que le monde ait de l'espace. Donc, on veut favoriser la collaboration dans ce contexte-là. Donc, implanter la vision et les structures de collaboration, c'est quand même le morceau facile. N'importe quel gestionnaire peut arriver avec une nouvelle lubie puis dire à l'interne, bon, mais maintenant, on fait ça comme ça. Ça, c'est extrêmement simple à faire. Ce qui est difficile, en fait, c'est l'implantation puis de faire vivre cette vision-là. Donc, on veut être capable de la communiquer, de la partager, mais aussi d'être en mesure de l'internaliser assez pour que ça devienne nos méthodologies. Et comme on disait tantôt, ça passe énormément par la pratique. Donc, ça, c'est un des éléments qui va être très important. Ensuite de ça, il y a une importance d'être capable d'offrir, comme on disait, l'espace de liberté. L'idée, c'est de dire, parfait, on veut démarrer le projet, on part avec les meilleures intentions, la documentation est là, les objectifs sont clairs, on veut engager notre équipe là-dedans. Il faut le faire en disant, oui, on met des balises, mais voici aussi la marge de manœuvre que vous avez. Fait que, comme on le disait tantôt, il existe des méthodologies créatives, des manières d'implémenter des nouvelles méthodes de travail. Puis l'idée, dans la réelle créativité, c'est de faire quelque chose que vous ne faites pas déjà. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on est capable de challenger une équipe, non seulement par rapport aux défis qu'on leur donne, mais aussi par la méthode qu'on leur demande d'appliquer pour être capable de le faire. Il existe là, plusieurs méthodes créatives là, quand on pense au design thinking et au design sprint qui répondent parfaitement au désir de la collaboration créative. Comme on dit, c'est hautement collaboratif, puis c'est fonctionnel au travers de diverses expertises. Ça, c'est deux éléments qui sont super importants. Si on décortique, par exemple,
le design thinking, ben, l'idée, c'est on part de l'empathie. Donc, c'est de dire, bon, ben parfait, c'est quoi le besoin que j'ai, le problème que j'essaie de solutionner, c'est quelque chose qui est important pour qui. Puis si je me mets dans ses souliers, comment est-ce que je qualifierais le succès? Après ça, on est capable de définir un peu, on est capable d'arriver dans une méthode où est-ce qu'on se libère complètement, puis on a des idées qui sont capables de répondre aux besoins qu'on a définis. Puis ensuite de ça, on vient tester auprès de cette clientèle-là. Fait que ça, c'est de la métho créative. Faites de la recherche sur le design thinking, vous allez trouver ça. Puis ce qu'on veut faire, c'est de dire, ben, si l'équipe en place ne fait pas déjà ça, ben, ça serait le fun de leur dire, ben, voici le nouveau cadre avec lequel vous travaillez, voici ce que vous allez essayer d'implémenter. Fait en leur disant, il faut que vous répondiez à un défi en suivant un peu cette roadmap-là, ben, on est capable de dire, ben, là, on va aller chercher le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on va les challenger dans leur méthode de travail. Puis oui, des fois, c'est fatigant d'être obligé de travailler dans ces balises-là, mais au final, c'est là qu'on est capable de faire sortir des idées qui sortent de nos paradigmes puis de nos réflexes habituels. Fait que l'idée, c'est de dire, on veut amener les gens à travailler dans cette direction-là, mais le bout où il faut être très ouvert, c'est de dire, quand on a de la rétro, quand les gens ont passé à travers le processus, ben, de dire, admettons, ben, telle étape, c'était pas clair pour moi, fait que parfait, on va améliorer la méthodologie pour être capable de le faire. Puis le jour où est-ce qu'on se rend à l'étape où est-ce qu'on est très confortable dans une méthodologie de travail, mais il ne faut pas avoir peur à la changer. C'est là où est-ce que ça devient un peu fatigant parce que c'est de dire, ben là, on met en place des processus, on est capable de calculer combien de temps ça prend, puis là, tout d'un coup, on amène au changement. Mais si on veut être capable d'être dans une posture réelle de créativité, ben de dire, on jump d'une place à l'autre entre différentes méthodologies de travail, mais c'est là où est-ce qu'on est capable d'aller chercher vraiment le meilleur de nos ressources, puis de les faire dans une posture qui est très engageante pour eux autres parce que de dire, ben, je brise un élément de routine dans ma méthode de travail, ben, je suis capable d'arriver autour de la table avec des meilleures idées, puis au final, avec des livrables qui sont tout aussi de qualité. Sinon, je reviens là-dessus, puis ça, c'est la slide qui va, c'est la slide qui va closer ce sujet-là. Mais encore une fois, celle-là, j'aime m'y attarder parce que, dans le fond, je parlais tantôt de posture. Dans le fond, dans le contexte qui nous intéresse, là, ce qui va être vraiment primordial, là, ceux qui veulent commencer à implanter des structures de collaboration créative un peu plus structurées, si on veut, là. Ça va être l'adaptation et la proactivité. L'implantation d'une structure de collaboration créative, ça demande de l'effort, mais ça demande énormément d'humilité aussi au niveau de l'implémentation de ces structures-là. Oui, au niveau de l'administration, parce que, en fait, si vous n'écoutez pas ce qui se passe dans vos équipes de travail, vous allez être en train d'implanter une méthode, dans le fond, qui ne sert à personne dans le concret. Donc, vous allez être, dans l'implantation, on est souvent critiqué, on demande des pistes d'amélioration. Les gens vous fournissent énormément de rétroaction dans des contextes qui sont des fois différents, sur des enjeux qui sont différents. Puis on se rend compte également que les points de concern, entre parenthèses, qui vont alimenter ces conversations-là sont uniques dans chacun des individus. Donc, c'est important d'être à l'écoute, de faire preuve de transparence, mais de faire preuve d'humilité. Il n'y a pas personne qui challenge votre capacité à mettre en place une structure, mais les gens veulent participer, veulent se sentir impliqués dans ces changements-là. Et quand on réussit, dans le fond, à faire travailler tous ces gens-là ensemble, si on fait un segue vers l'autre slide, dans le fond, quand on réussit à prendre toute cette rétroaction-là ensemble, à gatherer cette information-là ensemble, puis à se mettre tout le monde ensemble dans la même posture, bien, c'est là qu'on va être en mesure, en fait, d'aller générer énormément de valeur. Donc, ici, on le voit, là, quand tu peux continuer dans cette slide-là, c'est ce qu'on essaie d'exprimer ici dans cette slide-là, c'est de dire on travaille dans des équipes multidisciplinaires avec des gens qui ont multiples talents. Donc, quand ils sont assis autour de la table, notre mission au niveau de la direction, puis notamment au niveau de la direction des opérations, c'est pas d'imposer des réponses, c'est de poser les bonnes questions. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher comme information, puis on va s'adapter. Notre rôle au niveau de la direction, c'est, comme je disais tantôt, c'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est pas de taper des coups de circuit à chaque fois qu'on va au marbre. Le but, nous autres, c'est d'aligner les équipes vers une mission commune, puis d'identifier les bonnes idées, puis de pousser dans la bonne direction pour que tous les éléments qui composent une équipe puissent se déployer ensemble, puis créer des bons projets. Sinon, on arrive à la partie outils.
un peu comme la méthodologie, le bon outil, c'est celui qui fonctionne. Tu sais, des fois, puis je sais qu'on est dans le domaine des techs, puis l'idée, c'est de vouloir dire on veut optimiser un peu au maximum, puis d'avoir l'affaire parfaite, mais dans un contexte où est-ce que la réelle manière de générer de la collaboration créative passe aussi par le fait de modifier un peu ce qu'on fait. Ça nous prend des outils qui ont cette malléabilité, puis au final, ça prend surtout l'outil que notre équipe est engagée à utiliser, puis que ça devient facile pour eux autres de venir le mettre en place. Fait que c'est sûr que après ça, c'est de dire ce que nous autres, on utilise chez MXO pour être capable de bâtir notre structure puis être capable de faire notre planification adéquatement, c'est notre affaire, c'est nos observations. Puis l'idée, c'est de dire, c'est de le tester de votre côté pour être capable de dire, je veux en faire l'implémentation. Ben, il y a peut-être une semaine, je vais essayer telle chose, on va faire 2-3 tests. Parfait. Ben, ici, on modifiait notre méthode ou on modifiait l'outil pour être capable de le faire différemment. Puis on va comparer les bénéfices des deux. Puis au final, on prendra une décision qui éventuellement pourra peut-être changer si on trouve une option qui est plus intéressante. Mais au final, il n'y a pas à être complexé de dire, je ne sais pas, moi, je gère un horaire dans un Excel parce que pour moi, c'est ce qui fonctionne. Ben, tu sais, en autant que ça réponde aux besoins puis qu'au final, au niveau de l'expérience de l'équipe, ça soit adéquat, ben, il n'y a pas à nécessairement être gêné, bien que, évidemment, il y a des solutions des fois qui sont un peu mieux adaptées à ce qu'on essaie de faire. Exact. Sinon, dans les solutions qu'on utilise chez MXO, en fait, là, un qui est primordial là, au niveau de notre processus opérationnel, c'est la création, en fait, des chartes de projet. Donc, au départ d'un projet, on va demander à nos équipes, en fait, notre équipe au niveau du PMO, de créer la charte de projet, ce qui est une fiche qui tient à peu près sur une page, qui est une synthétisation de l'information que tous les individus qui composent une équipe devront consommer avant les rencontres de début de projet. Là-dedans, on va trouver la mission et les valeurs, dans le fond, de l'entreprise. On va regarder les fonctionnements qu'on veut utiliser. Donc, est-ce qu'on veut aborder le projet en mode agile, en mode waterfall, en mode est-ce qu'il y a des éléments agiles qu'on va réutiliser, d'autres plus en waterfall? C'est quoi notre stratégie au niveau de la gestion et de l'exécution d'un projet? C'est quoi les rôles et responsabilités à l'intérieur du projet? Donc, tu sais, tout le monde, on entend parler des RACI, tout le monde en fait à l'interne, on les fait vivre, on les fait modifier, tout ça. Pour les projets, on effectue nous autres aussi des micro-RACI à chaque fois. Donc, qui est responsable de prendre les décisions sur tel sujet? Qui est responsable de ça? Qui doit être consulté? Qui doit être informé de certains enjeux, tout ça? Donc, en partant un projet, quand on est tous sur notre ligne de départ en train d'attacher nos souliers, on possède tous la même information. Qui fait quoi? On est clair. Les mécanismes de résolution de conflits, les valeurs de l'équipe, les conseils pour atteindre les objectifs, ce que ça comprend le projet, ce que ça ne comprend pas le projet. Parce que des fois, dans la création, on veut avoir des idées au niveau des projets qu'on est en train d'aborder, mais souvent, ça va créer aussi des nouveaux projets, ces éléments de réflexion-là. Donc, comment on gère les nouvelles idées et comment on actionne dans le concret les idées actuelles. On veut également savoir c'est quoi les facteurs de risque. Donc, vraiment, tout ce qui compose l'écosystème de l'exécution d'un projet et de la collaboration à l'intérieur du projet. On les assoit dans une structure, mais cette structure-là nous permet de créer un cadre qui est extrêmement large au travers d'un projet. Donc, la prétention qu'on a chez MXO, c'est que dans le fond, notre carré de sable est extrêmement grand. Donc, on a énormément de place pour s'amuser, mais l'encadrement, elle existe quand même. Donc, si on arrive dans le full extent de l'encadrement, on va y retrouver une certaine rigidité, sauf qu'on a la prétention de dire que notre terrain de sable est extrêmement large, mais les contextes dans lesquels on travaille doivent être organisés, doivent être structurés. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Pour qui? Comment? Donc, tout ça, on doit se transiger cette information-là dès les débuts du projet. Au niveau de la gestion, bien là, je ne vais pas faire de gros pitch là-dessus. Là. Tout le monde les connaît. Si vous n'avez pas d'outils de gestion de projet interne, puis vous gérez ça dans un Jira ou dans un système que vous êtes fait, il n'y a vraiment pas de problème. Ceci étant dit, on arrive quand même dans une ère technologique où plusieurs systèmes sont matures. Donc, par exemple, des outils de gestion comme Jira, comme Monday, comme Liquid Planner, donc name it, il y en a un peu un autre. C'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'encadrer notre collaboration. Parce que dans la collaboration créative, le cadre autour va être extrêmement important au niveau du contexte. Les outils, par exemple, pour les roadmaps ou les plans de déploiement ou qu'est-ce qu'on a à faire quand dans un projet ou quoi que ce soit, je sais qu'en amont de projet, là, dans vos équipes, ceux qui gèrent des équipes de gestion de projet, on va souvent avoir le commentaire de dire il y a de l'effort à mettre pour aller structurer ça, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais je vous dis, de notre expérience, plus qu'on se prépare en amont, moins qu'on perd des cheveux along the way dans le projet. Donc, c'est quand même important de prendre le temps de s'organiser pour que lorsqu'on déploie le projet,
tout soit encadré d'une manière qui est efficace pour l'accomplissement du projet. Évidemment, après ça, pour le volet peut-être un petit peu plus travail, le volet de l'exécution, bien évidemment, ben, on veut que nos équipes soient en mesure de collaborer. On veut réellement de la collaboration. Il faut asseoir virtuellement dans notre contexte les gens autour d'une table. Fait que c'est sûr que les logiciels qui nous permettent la vidéoconférence, c'est un peu un requis. Je pense que tout le monde les met en application de toute façon. Mais c'est sûr que de dire on travaille sur un projet collaboratif dans lequel on n'a pas de session de travail ensemble, c'est sûr que ça va devenir un bloquant. De créer un document centralisé dans lequel tout le monde pitch ses idées, mais qu'il n'y a aucun moment d'échange. C'est là qui est le piège de dire ouais, mais on fait de la collaboration, le document est collaboratif. Attention, si on n'est pas capable de contextualiser des moments d'échange, on ne ferait pas de la réelle collaboration. On fait un peu plus de la coordination de notre travail ensemble, mais au-delà de ça, ça ne dépasse pas ça. Puis je vous parlais tantôt de l'importance des solutions de whiteboard. Ben, en voilà 3, Miro, Lucidchart, Lucidspark, qui sont un peu des frères et sœurs. L'idée, c'est de dire, ben ça, c'est des outils dans lesquels on est capable d'avoir une certaine liberté. Fait que oui, on a notre charte de projet dont Jacques-Antoine parlait tantôt. On comprend notre contexte, mais après ça, ben ça, c'est un espèce de tableau blanc sur lequel on est capable de créer. On est capable de venir noter, de venir schématiser un peu ce qu'on veut faire au niveau de la résolution de problèmes ou de surmonter des défis. Mais ultimement, ça nous laisse une marge de manœuvre créative, puis ça laisse un dividende du travail qu'on a fait là-dedans, puis qui nous permet après ça de le partager au reste de l'équipe avec d'autres solutions. Fait que, au niveau des solutions de partage, bien évidemment, ben, je veux dire, je ne vous apprends rien, mais l'idée, c'est de dire on veut centraliser, on veut s'assurer que la documentation soit disponible parce qu'ultimement, au-delà de l'importance de la collaboration créative, il y a aussi l'importance de la pérennité de l'information, puis ça passe par plusieurs solutions, puis on veut que ce soit accessible à tous, évidemment. Et voilà. Sinon, t'avais-tu traité de la slide de gestion documentaire? Ça, c'est fait. On continue à. Excuse-moi, j'avais stické dessus. Mais sinon, je te laisse continuer. Ben sinon, on le disait tantôt, l'espèce de dernière étape, c'est le volet de la rétroaction. Le volet, si on veut, d'être capable de donner du feedback sur ce qu'on fait. On a présenté tantôt la liste, mais des Amelio, des Office Vibe, puis on peut les créer strictement pour des projets puis des expériences. Puis bien évidemment, on veut être capable je disais tantôt, favoriser des contextes pour l'échange, mais des fois, c'est le fun de le faire derrière un peu une gate, de dire, ben parfait, on est 10 à collaborer sur un projet. Il y a un mini-sondage qui a été fait pour la rétroaction de ça. Je suis capable de le faire de manière peut-être un petit peu plus anonyme, un petit peu plus transparente, de dire, écoute, moi, je ne suis pas fan de la métho, puis si c'est des choses qui reviennent sur une base régulière, ben ensuite de ça, on est capable d'améliorer notre méthodologie de travail, puis de dire, ben on est capable d'apporter des changements, puis de dire, le prochain sprint qu'on abordera, ben on le fera un peu différemment, puis on sera capable de venir améliorer, puis de dire, de créer la méthodologie qui va être réellement la nôtre, puis qui va être capable d'avoir un effet positif sur l'engagement des gens qui y collaborent. Puis, une des choses que je mentionne souvent là, par rapport aux outils de rétroaction et tout ça, un des concepts importants avec lesquels on travaille souvent, c'est qu'on ne contrôle pas ce qu'on ne comprend pas. Donc, si on veut être capable de créer des contextes favorables, il faut être capable de comprendre ces contextes-là, il faut être capable de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est dysfonctionnel. Donc, soyez à l'écoute, utilisez les outils qui sont disponibles, prenez les informations avec beaucoup d'humilité, puis assurez-vous en fait de gérer en fonction de ce qui vous provient de vos équipes de travail, parce que c'est eux autres, au final, qui génèrent la valeur, qui génèrent les idées, qui génèrent les stratégies. Donc, au niveau de ce contexte-là, ça va être extrêmement important. Donc, si on termine, en fait, la collaboration créative, ça, c'est une de mes slides, fait que c'est tout en moi qui a fait. Mais pour terminer, en fait, la collaboration créative, là, c'est d'apprendre à danser en groupe plutôt que tous danser seul dans son salon. Donc, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Puis ça, c'est ce que j'aime le dire quand on fait l'implantation de nouveaux changements, c'est que on arrive tout le temps là, au même concept de dire, si on essaye de danser un tango à 30 personnes, à 50 personnes, à 60 personnes, puis qu'on en a 2, 3 qui font les pas toujours un peu à côté, qu'on se file sur les pieds, ça va devenir très complexe. Donc, il faut apprendre à danser ensemble, à trouver comment on collabore ensemble, comment on crée un portrait global et non pas de mettre, dans le fond, un spotlight sur un individu dans un groupe. On veut que la collaboration soit
totale à l'intérieur de nos équipes. Un autre exemple que je donne souvent par rapport à la collaboration, c'est surtout quand on implante des nouvelles méthodes, c'est un peu le même concept que lorsqu'on va dans les à l'époque qu'on avait des parties de famille. Tu sais, le fameux jeu d'été, des Olympiades d'été, où est-ce que tu attaches la jambe d'un mononcle avec la jambe d'une ma tante, puis là, il faut qu'ils apprennent à marcher ensemble ou à courir ensemble. Bien, c'est la même chose, les entreprises sont l'image comme ça. C'est juste que lorsqu'on essaie de le faire à 40 personnes, à 50 personnes, ça se peut que notre premier pas par en avant, on tombe tout à genoux. Mais c'est exactement ça, exactement la raison pour laquelle on se donne de la latitude pour améliorer, pour se comprendre, mais on avance toujours par en avant, on met les pas toujours un devant l'autre. Si on a besoin de réajuster, on réajuste, mais on ne reste pas latent, on est proactif, on avance, on change nos méthodologies aux besoins, mais surtout, on les fait pour les bonnes raisons. Donc, s'il y a une chose à retenir, ça serait dans ce contexte. Donc, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait aujourd'hui. On a des questions pour vous si vous êtes intéressés à échanger avec nous autres par rapport à tout ça. On est très curieux de savoir si vous avez eu des succès ou des ratés dans l'implantation de nouvelles méthodes de travail depuis peut-être les 2 dernières années. Y a-t-il des choses que vous avez essayé de faire qui ont été des succès ou des insuccès? On pourrait peut-être échanger là-dessus. Est-ce que vous considérez que vos équipes collaborent réellement en ce moment? Est-ce que vous aimeriez que vos équipes soient plus créatives? Considérez-vous que le télétravail est un frein à la collaboration en ce moment? C'est tous des sujets là, qui sont très, très, très en contexte. Puis on est très ouvert à vous partager notre avis, puis aussi de vous parler de nos expériences par rapport à tout ça. Fait que, un peu la table est à vous. Si jamais vous avez des questions, là, on serait très ouvert à en discuter. Bien, si vous me permettez, bien, de un, je voudrais vous remercier, les gars, là, pour votre belle présentation aujourd'hui, très complète et très concise.